Alors, je vous propose de commencer maintenant. Merci à tous ceux qui nous ont rejoints via l'interface de Cadre de Ville. Si jamais quelqu'un de vos connaissances avait un souci de connexion ce matin, merci de le signaler à nathalie.auburtin, auburtin, @cadredeville.com, qui est en veille là pour ce genre de sujet. Alors, euh, l'idée de lancer ce webinaire est venue de l'ADEME. Parce que l'ADEME vient d'arriver au bout d'une expérimentation de la planification du bas carbone dans les documents d'urbanisme. On sait que c'est un sujet d'actualité, d'abord évidemment, bien sûr, parce que la question climatique est d'actualité, mais ça, je pense qu'en tout cas, parmi nous, tout le monde en est conscient et il ne viendrait à l'idée de personne de dire le contraire. Les preuves, malheureusement, s'en multiplient, mais euh, surtout, Emmanuel Thibier nous le rappellera tout à l'heure, le contexte réglementaire a conduit le gouvernement à faire voter la loi climat résilience qui contient une série de dispositions qui demandent qu'on intègre le bas carbone dans les documents d'urbanisme. C'est lancé. Euh, on l'a vu notamment lors de la réunion nationale les rencontres des SCOT il y a 10 jours à Besançon. Stella Gass, qui est la directrice de la FED, sera parmi nous ce matin et participe à ce webinaire. La question de la prise de conscience, bien sûr, est forte, mais on se rend compte que la diffusion de cette prise de conscience est un vrai sujet, ainsi que les moyens de faire. Alors là, nous prenons ce matin un retour sur cette AMI qu'avait lancé l'ADEME, qui a retenu 12 territoires, des SCOT, des PLUI, pour tester des méthodes, voir ce qui marche moins bien pour réactiver. Il en a été tiré 15 recommandations et un cahier de ces recommandations qui vont vous être présentées ce matin, de même que des retours d'expérience. Alors, donc, je l'ai cité, je remercie Emmanuel Thibier d'être présent. Il est au sein du pôle aménagement ville et territoire de l'ADEME, le pilote de cette AMI. Il sera rejoint ensuite par Manon Châtaignier-Midzi du CEREMA, qui est intervenu pour conduire, accompagner les collectivités et l'ADEME dans cette AMI. Et puis deux retours d'expérience, l'un sur un PLUI dans la communauté de communes de Haute-Ariège avec Céline Mariani, puis un retour d'expérience d'un SCOT, celui de Xintry Val de Dordogne, avec Laure Régnier. Et puis, nous prendrons vos questions-réponses avant une petite conclusion rapide qui essaiera d'ouvrir des perspectives. Je vous rappelle que vous pouvez donc, avec l'interface que vous avez sous les yeux, écrire vos questions au fur et à mesure qu'elles vous viennent à la tête et nous les prendrons plutôt en fin de présentation. Alors, Emmanuel, je voudrais vous passer tout de suite la parole pour resituer l'enjeu la méthode qui a été les enjeux qui ont conduit à lancer cette AMI et puis la méthode qui a été suivie. Oui, merci Rémi. Alors les enjeux du bas carbone, c'est essentiellement, alors je ne vais pas revenir trop en arrière, mais la France s'est fixée en 2017 l'objectif d'atteindre la neutralité carbone en 2050. C'est un objectif ambitieux. Je crois que cet objectif, il est au cœur de la feuille de route que la France s'est donnée pour mener sa politique d'atténuation du changement climatique. Cette feuille de route, c'est la stratégie nationale bas carbone, la SNBC, dont la deuxième édition, la SNBC 2, a été adoptée en avril 2020. Il est prévu des réductions importantes d'émissions de gaz à effet de serre dans tous les secteurs d'activité émetteurs des GES, les transports, le bâtiment, l'industrie, l'agriculture, la production d'énergie, les déchets. Elle donne en conséquence les orientations stratégiques sectorielles pour mettre en œuvre, en France, la transition vers une économie décarbonée et durable. Alors, tout secteur confondu, l'objectif national actuel, à l'horizon 2030, est de réduire d'au moins 40% nos émissions de gaz à effet de serre par rapport à 1990. Alors, récemment, l'Union européenne a rehaussé ce jalon 2030 et désormais, selon l'Europe, l'objectif est de réduire d'au moins 55% nos émissions nettes.
de gaz à effet de serre par rapport à 90. Donc on est passé de moins 40% brut à moins 50% net, au moins pour le jalon 2030. Alors, diapositive suivante, cette feuille de route se décline par une trajectoire bas carbone pour aller vers la neutralité en 2050. Donc, j'ai repris sur ce graphique l'évolution des émissions de gaz à effet de serre. Les émissions, c'est la partie hachurée en bleu, et l'évolution des puits de GES sont en vert. C'est une courbe qui trace une trajectoire de 2015 à 2050 avec deux dates charnières, le jalon à 2030, alors ici c'est SNBC 2, moins 40%, et puis la date de 2050 complètement à droite, voilà, où on a qui a été construite donc pour atteindre le zéro émission nette en 2050, c'est-à-dire que les émissions hachurées en bleu sont complètement, entièrement compensées par les puits de gaz à effet de serre en vert. On visualise également les différents budgets carbone par tranche de 5 années. Alors, des améliorations ont été faites, ont été constatées dans les premières années, mais le chemin est encore long jusqu'en 2050. Et pour autant, il est nécessaire d'accélérer rapidement le rythme de ces réductions. Alors, la SNBC va être rehaussée par un nouveau jalon, j'ai dit, suite à l'Europe. Et c'est bien l'objectif de la future stratégie française énergie-climat, la SFEC, que le gouvernement a engagée en 2021, qui se prolongera jusqu'à 2024. Cette stratégie française énergie-climat, elle sera constituée de la toute première loi de programmation sur l'énergie et le climat, de la 3e édition de la stratégie nationale bas carbone, la SNBC 3, mais aussi de la 3e édition de la programmation pluriannuelle de l'énergie, la PPE, et puis la 3e édition du PNAC. La planification urbaine bas carbone, dans la SNBC 2, elle est formulée à travers 45 orientations qui sont regroupées par secteur, par déterminant. Donc, dans le petit schéma à droite, on constate les orientations transversales et les orientations sectorielles. J'ai déjà rapidement parlé des sectoriels. Pour les orientations transversales, on voit qu'on a une orientation urbanisme et aménagement qui, dans la SNBC, est formulée ainsi: contenir l'artificialisation des sols et réduire les émissions de carbone induites par l'urbanisation. Donc, on voit bien que l'urbanisation et la planification urbaine, en tout cas, est un levier incontournable pour inscrire nos territoires sur des trajectoires de lutte contre le changement climatique. Et donc, en cohérence avec la SNBC, en 2019, le pôle aménagement ville et territoire de l'ADEME, auquel j'appartiens, et qui est dirigé par Daniela Sana, a lancé un appel à manifestation d'intérêt auprès des collectivités territoriales. Et l'objectif était double: accompagner des collectivités pour expérimenter cet effet de levier de l'urbanisme dans la mise en œuvre de la transition écologique, et puis pour mutualiser, capitaliser les résultats et pour en tirer des enseignements afin d'établir des recommandations. Des recommandations pour favoriser la prise en compte des enjeux de la transition énergétique et écologique dans les documents de planification, les SCOT, les PLU ou les PLUI. Ainsi, 12 territoires ont été retenus, vous les avez là sur la carte. Ils sont répartis en France, comme vous le voyez. Et enfin, dernière diapositive, avant de passer la parole à Manon, pour décrire un petit peu la méthodologie. Parallèlement donc à cet appel à manifestation d'intérêt, l'ADEME a retenu un prestataire pour la mise en œuvre de cette expérimentation, et c'est le CEREMA qui a été retenu. Ses missions étaient les suivantes: un accompagnement individualisé de chacun des 12 territoires, mais aussi un accompagnement collectif des territoires, essentiellement à travers des ateliers participatifs. Ces ateliers étaient par ailleurs ouverts à d'autres territoires qui souhaitaient y participer. L'accompagnement collectif a aussi consisté à animer plus largement la communauté, ainsi créée notamment à travers la plateforme Expé Urba. Et enfin, la rédaction d'un cahier de recommandations qui capitalise les enseignements qui ont été tirés de cette expérimentation. On y trouve des outils, les méthodes qui ont été expérimentées.
Alors, nos partenaires privilégiés ont été invités à participer au comité de pilotage de cette expérimentation, le ministère de la Transition écologique, la Fédération nationale des agences d'urbanisme, la Fédération nationale des CAUE, la Fédération nationale des SCOT, l'Assemblée des communautés de France, la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies et la Fédération nationale des parcs naturels régionaux. Voilà. Ainsi, l'ADEME a accompagné pendant 2 ans, de novembre 2019 à novembre 2021, ces 12 territoires qui se sont mobilisés pour travailler à l'échelle des SCOT et des PLUI. Voilà. Alors, Je vais laisser Emmanuel, la parole à Oui, c'est ça, voilà. Parce je que laisse la parole à Manon. vous venez de parler du cahier de recommandations qui a pu être tiré de la conduite de cette AMI qui a duré 2 ans. Oui. Alors, nous allons faire un focus, je l'ai dit, sur 2 territoires, mais avant ça, peut-être effectivement un regard peu général sur pourquoi, comment il a été possible de tirer 15 recommandations, comment sont-elles organisées, quelles en sont les grandes lignes. Voilà, donc effectivement, Manon Châtelier-Midi, merci. J'ai signalé tout à l'heure, vous êtes la chef de projet enjeux fonciers et territoires du CEREMA et vous avez accompagné l'ADEME et les territoires dans cette AMI. Et alors, qu'est-ce qu'on en retire? Bonjour à tous. Donc, Bonjour Manon. L'objectif, c'est vraiment de vous présenter un petit peu donc, le guide qui a été réalisé. Avant toute chose, je voulais juste signaler que donc c'est un guide qui, vous l'avez dit, issu de l'expérimentation, qui a nécessité de mobiliser un certain nombre d'équipes au sein même du CEREMA. Et donc, avant de présenter tout ça, je voulais les remercier pour leur implication et pour le travail qui a été fait. Ce que je vous propose pour vous présenter le cahier, c'est de vous expliquer dans un premier temps pour qui il a été construit et quels sont les objectifs, même si Emmanuel vous les a quand même, je pense, clairement évoqués juste avant. Après, de balayer donc les 15 recommandations qu'on a qu'on a réalisées, qu'on vous propose issues de cette expérimentation, et puis de balayer aussi donc tous les documents ressources qui sont en fait la base, l'essence même qui nous permettent justement de proposer ce guide et l'analyse qui en découle. Donc, vous l'avez compris, l'enjeu ici, c'est vraiment de connaître en fait l'ensemble des leviers que peut avoir le document d'urbanisme dans une démarche de transition écologique pour pouvoir les actionner et d'en faire justement un outil phare et efficace dans une mise en œuvre d'un projet de territoire qui doit être en transition. L'idée, c'est que donc à travers ce guide, c'est de donner des clés qui indiquent en fait une démarche à suivre et c'est à destination des EPCI qui souhaitent en fait élaborer une planification qu'on a donc bas carbone. Ce cahier-là, on l'a vraiment rédigé dans une démarche pour qu'il soit utile, efficace, pragmatique. Et l'idée, c'est que ça soit vraiment un outil au quotidien au service des collectivités. Pour autant, j'attire votre attention sur le fait que la cible de ces recommandations, elle s'adresse vraiment aux porteurs des documents d'urbanisme. Quand je parle de porteurs de documents, c'est vraiment derrière l'ensemble des porteurs, et on y reviendra après, ce sont aussi bien les élus que les techniciens, puisque derrière, en fait, et ça va être appuyé par la suite, c'est qu'il faut vraiment un portage politique d'un projet bas carbone si on veut avoir une réalisation par la suite opérationnelle et qui fonctionne. Voilà. Donc, la construction du cahier, vous voyez l'aperçu, c'est que derrière, il y a vraiment cette partie des 15 recommandations qui vous présente un petit peu ces clés. Et puis, par la suite, vous avez vraiment des documents ressources qui se présentent avec les fiches d'identité des 12 collectivités, les fiches des retours d'expérience et puis une boîte à outils qui sont tous les outils qui ont été proposés et qui sont proposés si vous souhaitez élaborer une démarche bas carbone. Alors, on le redira tout à l'heure, Manon, mais ce document sera disponible en ligne, bien sûr, mais on donnera tous les liens. Et comme vous le savez, vous recevrez, tous les participants recevront les slides avec tous les contacts et notamment tous les liens de téléchargement seront mis en ligne sur Cadre de Ville, tout de suite après la réunion. Donc, si on en vient dans le cœur du sujet, voilà, donc les 15 recommandations qu'on propose dans ce cahier, on les a regroupées en 4 gros blocs. On les a intitulés donc le bloc stratégie, le bloc gouvernance,
le bloc transversalité et le bloc opérationnalité. En fait, on a positionné ces blocs dans un ordre, de cette manière-là, parce qu'il nous paraît assez logique, mais derrière, il faut juste faire attention que ce n'est pas un ordre chronologique sur des étapes à passer. C'est juste, en fait, on a essayé de traduire un petit peu les enjeux au sein de blocs pour vous permettre une meilleure lecture et une meilleure appropriation du guide. Il n'y a pas non plus de hiérarchie dans les recommandations à l'intérieur de ces blocs ni entre elles. L'idée, c'est vraiment juste de les lister par la suite, mais on les a numérotés par souci de clarté de lecture. Voilà. Vous rendez compte que, vous pouvez voir que là, en fait, on a choisi d'illustrer en fait ces blocs sous un format de Pulse. L'idée sous-jacente, c'était de montrer qu'en fait, il y a vraiment un maillage, un lien très fort entre les différents blocs et donc a fortiori entre les différentes recommandations, que derrière, il faut vraiment que en fait, l'ensemble de ces recommandations soit interrogées, soit utilisées, soit soulevées, puisqu'en fait, si on veut justement une représentation globale et arriver à la fin à une image qui correspond à ce qu'on souhaiterait obtenir comme objectif, il nous faut vraiment construire ensemble et avoir cette cohérence entre tous ces blocs et donc toutes ces recommandations. Et puis même, ce puzzle est en fait à moitié vrai, si je peux dire, puisqu'il existe même des liens en diagonale entre les différents blocs. Mais il nous semblait important de montrer qu'il y avait vraiment ce fort maillage qui existait, et c'est tout l'enjeu en fait de travailler sur l'ensemble de ces blocs pour une réalisation d'un document d'urbanisme bas carbone. Voilà. Juste au sein de chaque recommandation, en fait, la structure qu'on a proposée est la suivante, c'est qu'en fait, au sein de la recommandation, vous aurez des renvois systématiques aux fiches retour d'expérience qui se situent dans la partie ressources. Vous avez aussi des renvois aux différents outils qui ont été utilisés. Et même aussi également, on l'a cité, aux différents ateliers collectifs. On s'est vraiment, j'insiste là-dessus, inspiré des résultats du terrain pour pouvoir réaliser et construire ces recommandations. Ce que je vous propose, c'est peut-être de les balayer, tous les blocs. Donc, on va commencer par le premier bloc qu'on a intitulé « Stratégie », ce premier bloc de recommandations. C'est la diapo suivante, Rémi. Merci. Donc voilà, ce stratégie, en fait, l'objectif de ce bloc-là, c'est vraiment, au sein de ces recommandations, de répondre à un objectif qui est de fixer un cap ambitieux à la hauteur des objectifs bas carbone pour le territoire. Dans ce bloc-là, on souligne vraiment l'importance de la sensibilisation des différents acteurs et de la vision qu'il faut avoir de son territoire. Les recommandations qui sont là vraiment montrent de manière, et j'insiste là-dessus, c'est vraiment ce retour de terrain qui nous montre ça, c'est cette expérimentation, c'est que c'est une phase vraiment nécessaire et indispensable d'une sensibilisation et même plus généralement d'une acculturation en fait aux enjeux énergie-climat et de tous les acteurs du territoire. De même, il est aussi important de connaître en fait les différents leviers que dispose soit un SCOT, soit un PLU, soit un PLUI. Et c'est à ce stade-là, dans cette élaboration de stratégie, qu'il faut justement bien en prendre conscience pour pouvoir après, par la suite, les traduire opérationnellement. Donc ce bloc-là, c'est vraiment de s'interroger pourquoi élaborer une planification bas carbone, quels sont les problèmes que moi j'identifie au sein de mon territoire et quelles éventuelles solutions je peux les apporter à travers la transition écologique. Et puis, donc, je le redis, mais quels sont les leviers qui peuvent être actionnés au sein d'un PLUI et d'un SCOT? Ensuite, donc, dans le bloc gouvernance, là, dans ce bloc-là, l'objectif, c'est vraiment de montrer, de pointer du doigt qu'il faut un portage fort politique pour élaborer un SCOT et un PLUI dans une démarche de transition écologique. Pour porter un projet tel un projet bas carbone qui est fort, ambitieux, il faut un portage qui est assuré. Et donc, pour ce faire, il faut vraiment se poser la question initialement, qui inviter pour l'élaboration de mon document d'urbanisme? Qui consulter?
comment s'y prendre pour faire à la fois un document qui est ambitieux, mais aussi efficace pour répondre aux enjeux. Et donc là, on va cibler on va faire un focus sur vraiment une recommandation qui nous paraît primordiale, c'est d'associer dès le départ aussi bien élus qu'instructeurs pour pouvoir justement démarrer dans une dynamique commune d'un portage vers une transition écologique partagée et collaborative et forte pour pouvoir mener bien un projet. Et pour ce focus-là, je laisse la parole à Emmanuel. Oui, Manon, ouais, on voulait faire un petit focus sur cette recommandation numéro 8. Alors, c'est une recommandation qui concerne plus spécifiquement les plans locaux d'urbanisme. Hein. Alors, l'objectif, c'est bien de concrétiser les ambitions du document d'urbanisme et on recommande d'impliquer les instructeurs ADS dès le départ pour éviter les trop grands décalages entre les ambitions bas carbone du projet et son application dans le règlement du PLUI. Il s'agit de réfléchir en amont, dès la phase de définition, pour garantir la faisabilité en aval. Ce qui est recommandé, c'est un véritable travail d'équipe entre notamment les instructeurs ADS et les élus. Et c'est ce travail d'équipe qui va permettre de garantir l'atterrissage sur le terrain des mesures de transition écologique. Alors, cette recommandation, elle s'est appuyée, Manon l'a dit tout à l'heure, à la fois sur l'accompagnement du PLUI de la communauté de communes Rhône-Crussol, qui pendant l'expérimentation, qui a fait un travail un peu particulier sur ce sujet, mais aussi sur l'atelier qui a été tenu en mars 2021 sur l'opérationnalité des mesures de transition bas carbone dans les documents d'urbanisme. Donc, c'est vraiment en impliquant les instructeurs ADS dès le début. La gouvernance dispose d'un avis, d'informations importantes qui orientent les décisions politiques du projet pour faciliter ensuite l'atterrissage opérationnel sur le terrain. Voilà. Donc, on poursuit sur le bloc suivant. Donc là, c'est le bloc qu'on a intitulé transversalité. Là, notre point d'entrée, c'est vraiment de mettre en avant le fait qu'il faut articuler la démarche de construction d'un document d'urbanisme avec les autres démarches territoriales. Il faut vraiment, c'est vraiment un point important dans le sens où il y a il faut arrêter de penser que le document d'urbanisme doit être construit de manière isolée, mais vraiment l'insérer dans un projet plus global de territoire. Et en fait, il faut générer un certain nombre de liens avec les démarches territoriales qui sont portées à côté et justement se poser les questions suivantes qui sont quels sont les liens. Donc, il existe bien sûr des liens juridiques de mise en compatibilité. Lorsqu'on élabore un PLU, on doit avoir la mise en compatibilité avec un SCOT, mais il existe aussi d'autres liens qui sont certes moins forts, mais pour autant qui sont importants et il faut vraiment tisser ces liens avec les autres démarches. On souligne typiquement le lien avec les autres les outils les SRADET avec les PCAET, mais il existe également d'autres démarches territoriales qui existent à l'échelle du territoire et il faut vraiment en prendre connaissance et s'associer avec eux pour intégrer au mieux les différents objectifs d'une transition écologique à toutes les échelles et notamment les décliner en cohérence dans le document d'urbanisme. Le dernier bloc qu'on vous propose, c'est le bloc opérationnalité. Donc l'expérimentation, on l'a dit, elle s'est réalisée sur 2 années. Donc pour un petit peu avoir un recul sur l'opérationnalité, 2 ans, on sait que c'est un petit peu court. Pour autant, on en a pu quand même faire ressortir un certain nombre d'éléments. L'idée, c'est vraiment de vous montrer aussi concrètement comment les engagements bas carbone se traduisent sur le terrain. Comment concrètement il faut justement agir sur l'instruction des mesures des transitions écologiques. Et pour ce faire, peut-être pour que ce soit plus clair, on vous propose d'illustrer aussi là également une recommandation où derrière on a ciblé en fait 5 moteurs qui nous semblent importants si on souhaite justement réaliser une bonne opérationnalité toujours dans la dynamique bas carbone. À travers justement l'utilisation d'un bon portage politique, d'une ingénierie, d'une instruction, de l'action et d'une prescriptivité. Emmanuel, je te laisse compléter cette recommandation.
Oui, j'ai juste un focus donc sur cette recommandation numéro 13, hein, s'appuyer sur 5 moteurs, entre guillemets, pour garantir l'opérationnalité des mesures bas carbone, des SCOT et des PLU. Donc, vous l'avez sur la figure, hein, les 5 moteurs. Cette figure, vous la retrouverez dans le cahier de recommandation. Je vais peut-être plutôt insister sur la 1 et la 5. Le portage politique, c'est vraiment le premier moteur qui a été plébiscité notamment par les territoires de l'expérimentation lorsqu'on a fait notre atelier là, le 19 mars 2021. Véritablement, un projet d'urbanisme bas carbone nécessite un portage politique fort, un portage politique qui assume la stratégie et qui s'assure qu'elle est réellement opérationnelle à la fin. C'est vraiment un point important pour nous sur l'opérationnalité du bas carbone. Et puis ensuite, la prescriptivité du document d'urbanisme. Il faut qu'on ait des formulations simples et précises, des formulations qui soient faciles à interpréter, à la fois par le pétitionnaire, par l'instructeur ADS, mais aussi par l'élu. Voilà. Donc, en conclusion sur cette recommandation 13, c'est la combinaison des 5 moteurs est nécessaire pour garantir la réalité, l'effectivité et l'efficacité des mesures mises en œuvre et sont nécessaires pour concrétiser les ambitions bas carbone. Voilà, Manon. Merci. Oui, donc voilà, voilà un petit peu rapidement la présentation du guide. Vous avez pu voir sa construction, on vous le laissera bien sûr découvrir. Juste un focus maintenant sur la partie ressources. Donc, on a pris justement le temps de réaliser des fiches d'identité sur les 12 collectivités qui ont été accompagnées individuellement. Donc, dans ces fiches, il y a vraiment une description vous pouvez l'apercevoir là, une description de la collectivité en fonction aussi de la procédure qu'elle a mis en place, de son état d'avancement, de ses enjeux de son territoire. Et puis, à la suite de l'expérimentation, on a réalisé donc également une fiche qu'on a intitulée de retour d'expérience, où là, au sein de cette fiche-là, vous retrouverez justement les différentes démarches qui ont été réalisées en fonction des objectifs. Et puis, bien sûr, les différents outils qui sont la dernière partie de la partie ressources. Je voulais juste balayer le diapo qui illustre les… Donc là, après, vous avez donc une ressource avec la boîte à outils. Donc là-dessus, vous avez les outils qui ont été proposés lors de l'expérimentation. Rémi, je ne sais pas si c'est possible pour vous de balayer le diapo, s'il vous plaît. Donc là, vous avez les fiches identité, les fiches retour d'expérience. Voilà, vous en avez également 12. Et puis, à la suite de ça, vous avez donc les outils. Donc ça, c'est le format. Et voilà, la boîte à outils. Donc ça, cette boîte à outils, ce sont tous les outils qui ont été sélectionnés donc justement pour cette expérimentation et qui nous semble pertinent d'utiliser lorsqu'on veut se lancer dans une démarche de document d'urbanisme bas carbone. Vous avez dans la partie ressources donc bien une description des différents outils, mais également en fait des préconisations d'utilisation en fonction de l'état d'avancement de votre document. Si vous êtes justement au niveau de lancement de la révision, vous êtes déjà dans un état un peu plus avancé dans l'élaboration de votre PADD, etc., etc. Et puis, vous avez aussi des propositions qu'ils ont faites d'utilisation de l'outil au regard de la finalité de vos objectifs que vous vous êtes fixés. Et ça, c'est toujours en lien avec les recommandations qui ont été proposées initialement dans le guide. Donc, c'est vraiment des ressources qui nous paraissent le plus opérationnelles possible, si on peut utiliser ce terme-là, pour que vous puissiez vous l'approprier facilement et que vous puissiez le mettre en action le plus concrètement possible dans votre démarche. Sachant que je souligne que voilà, c'est adapté à quelle que soit la démarche. Vous n'êtes pas obligé d'attendre, de relancer une démarche, mais vous pouvez la prendre en cours, même s'il y a des préconisations qui vous proposent de faire ça le plus en amont, et c'est ce qui est demandé dans ce guide-là. Enfin, on a rebalayé toutes les ressources qui sont en fait d'ores et déjà disponibles en ligne. Donc, vous avez bien sûr ce cahier de recommandation qui est diffusé sur le site de l'ADEME. Et puis, vous avez en fait même plus précisément l'ensemble des ateliers, l'ensemble de la démarche
qui est disponible sur la plateforme numérique Expé Urba, qui recense vraiment tout le déroulé de ces 2 ans de travail pour atteindre à justement ce guide-là et ces clés pour agir pour l'élaboration d'un document d'urbanisme bas carbone. Je vous relaisse la parole. Pour moi, c'est… Allô? Oui, je précise juste que ces liens que vous venez de décrire, Manon, sont récupérables et cliquables sur la page de diffusion du webinaire de ce matin sur Cadre de Ville. Voilà. Alors, merci maintenant. Alors, les questions ont commencé à être posées. Vous n'hésitez pas à continuer à écrire pour les poser. Manon, peut-être, Emmanuel, une question complémentaire avant qu'on en passe au retour d'expérience de la Haute-Ariège. Une des questions qui nous est parvenue demande comment et si ont été associés les aménageurs dans l'expérimentation, la fonction aménagement. Alors bien sûr, la question s'adressera aussi peut-être aux chefs de projet des 2 territoires qui vont parler, mais peut-être d'abord Manon, Emmanuel, un point là-dessus. Les aménageurs, Ils n'étaient pas la cible prioritaire, n'est-ce pas? Oui, c'est pas la cible. Il s'agissait de planification, d'élaboration de Ouais. documents de planification. Mais comme vous avez parlé d'aller vers l'aval pour interroger notamment les instructeurs droit des sols, voilà, est-ce que d'une façon ou d'une autre, on s'est posé la question des EPL, des SPL présentes sur le territoire, sur les territoires, où c'était pas forcément la question centrale. La question de la prescription par l'aménageur est une question différente de celle de l'encadrement par la planif, n'est-ce pas? Oui, oui, bien sûr, mais moi, j'ai pas connaissance qu'il y ait eu un travail très fort en lien avec les aménageurs. La plupart des collectivités étaient en phase amont d'établissement de leurs documents d'urbanisme. Oui, alors pour compléter, c'est exactement ce que dit Emmanuel. C'est vrai que les documents d'urbanisme qui ont été sélectionnés, enfin en tout cas les collectivités, étaient plutôt dans une démarche très en amont de révision de leurs documents d'urbanisme. Pour autant, en tout cas, ce qu'on souligne par ce portage politique fort, c'est justement cette interrogation de se dire qui faut mettre autour de la table. Et derrière, il n'y a aucune limite qui indique qu'il ne faut pas justement associer d'autres personnes qui ne sont pas forcément issues au premier abord d'une élaboration d'un document d'urbanisme. Il faut vraiment s'interroger à savoir qui sont les bons acteurs et je partage l'idée de se dire que peut-être la question des aménageurs peut être une des bonnes réponses au regard des enjeux d'un territoire ou au regard des projets qui souhaitent être mis en place. Des aménageurs peuvent être typiquement ces porteurs de projets qui doivent être associés en amont pour que la réflexion soit bien comprise dès le départ et que ce projet de bas carbone soit vraiment partagé. Merci Manon. Alors j'ai une question sur la recommandation 13. On va peut-être y répondre tout de suite puisque vous venez d'en parler, Emmanuel. Est-ce qu'il est possible sur cette reco 13 de donner au moins un exemple de prescription simple qui pourrait être inscrite dans le PLU? Demande un des auditeurs, un des téléspectateurs. Alors, on n'a pas été jusqu'à donner des prescriptions précises. C'était pas vraiment l'objet de Vous ce avez cahier de peut-être un exemple recommandation. en tête? Non? Non, sur cette recommandation 13, il y a 5 moteurs, hein, donc on a plusieurs champs. D'accord. Manon, pas d'idée non plus? Alors, la difficulté, c'est que en fait, des idées, ça on peut tous en avoir. On avait beaucoup. C'est qu'il faut juste vraiment se recentrer. En fait, cette question est pertinente, mais c'est qu'il faut se recentrer par rapport en fait à son territoire, à son enjeu, par rapport à son objectif. Et derrière, voilà, la prescription en fait sera adaptée au regard de ça. C'est pas du tout l'objectif de faire une réponse de Normand, mais c'est que en fait, on peut pas illustrer en une seule prescription qui serait valable pour tous.
il y a vraiment voilà, ce travail d'interrogation de ces enjeux, de cette volonté et du portage pour pouvoir derrière, après, choisir les bonnes prescriptions à intégrer dans son document d'urbanisme. Bon, merci. Retour au local, effectivement, et vous avez raison, Manon, en fait, c'est par le prisme du territoire qu'on peut savoir comment les choses s'incarnent, et on va le voir tout de suite. Alors, Céline Mariani, bonjour. Je voudrais vous passer la parole maintenant, parce que vous êtes la chef de projet PLUI de la communauté de communes de Haute-Ariège, et que voilà, vous avez en charge ce PLU, vous allez nous dire où vous en êtes, dans quel type de territoire, et puis comment l'AMI a pu vous apporter ou pas un accompagnement pour intégrer le bas carbone dans la conception du document. Voilà. Alors à vous la parole, Céline. Merci, bonjour à tous. Alors, une présentation assez rapide du territoire. Donc, vous le voyez sur la carte, la communauté de communes de la Haute-Ariège se situe tout à fait au sud de la France. C'est un territoire transfrontalier avec l'Espagne et l'Andorre. C'est une jeune intercommunalité. La communauté de communes de la Haute-Ariège, elle a été créée en 2017 par le regroupement de 3 intercommunalités qui étaient en fait des territoires de proximité relativement assez autonomes et avec des bassins de vie différents. C'est important, je le précise, puisque la CCHA, donc Communauté de communes de la Haute-Ariège, c'est 52 communes rurales de montagne. Donc automatiquement, quand on est sur un territoire de montagne, on est sur un territoire de fonctionnement par vallée, de fonctionnement assez en autonomie. Et c'est vrai que là, se retrouver face à une stratégie nationale bas carbone, ça a été au début un peu éloigné, hors sol. Il faut le reconnaître. La densité du territoire, pour vous donner donc un ordre d'idée, 6 habitants par kilomètre carré. Donc, on est vraiment sur un territoire rural de montagne. Pour autant, les élus ont décidé de se lancer dans cette AMI donc pour avoir un document d'urbanisme vertueux en matière de bas carbone. 7200 habitants à l'année. Je n'ai pas terminé, excusez-moi. 7200 habitants à l'année, juste pour dire qu'on double, qu'on passe à 15 000 en saison touristique. C'est un territoire touristique avec des stations de ski, des sentiers de randonnée, de la haute montagne. Et ça, c'est quand même une notion importante à prendre en compte, je pense, au niveau de la planification. Pour rebondir sur ce que vous disiez, je pense que c'est difficile qu'il y ait des prescriptions qui puissent être élaborées à l'échelle nationale et ensuite appliquées sur les territoires locaux. Puisque, par exemple, cette particularité-là du territoire, on n'est pas les seuls en France, bien entendu, à l'avoir, mais c'est forcément un territoire différent qui ne peut pas avoir les mêmes prescriptions qu'un territoire plus urbain qu'une métropole. Bon, voilà. 52 communes, 13 PLU, avant la prise de compétence à l'interco, 13 PLU, 2 cartes communales, ce qui en fait donc 37 communes au règlement national d'urbanisme. 37 communes donc qui n'ont pas fait l'exercice, un premier exercice déjà de projeter leur territoire pour les 10-15 prochaines années avec un document d'urbanisme. Donc pour beaucoup, le PLUH, c'est le premier exercice de planification et en plus, c'est un exercice de planification à 52. Pas de SCOT sur le territoire, pas de plan climat ou tout autre document d'urbanisme ou du moins de document de planification à l'échelle supracommunale. Donc nous, on va avoir la charge de décliner le SRADET directement dans le PLUIH. L'objectif de l'AMI, c'était de prendre en compte l'énergie et le climat de manière transversale dans les ateliers thématiques du PLUIH. Alors, ces ateliers thématiques, ils sont intervenus au stade du diagnostic. C'est-à-dire que les bureaux d'études ont fait un premier diagnostic technique et on a voulu le corréler avec un diagnostic de terrain et le ressenti des élus, des maires. Donc, c'est pour ça que ces ateliers avaient été créés. 8 thématiques avaient été mises en place. L'AMI a participé à 6 de ces thématiques et j'avais fait exprès, je ne voulais pas faire un atelier dédié au climat et à l'énergie parce que je voulais que ce soit directement transversalisé dans toutes les thématiques de l'aménagement du territoire. Alors, c'était peut-être un peu ambitieux, on va le voir tout à l'heure. Le résumé de l'expérimentation, donc trois points spécifiques. Le premier, ça a été une assistance technique pour le choix du bureau d'études.
pour élaborer le PLUH. Donc, on fait un CCTP quand on est chef de projet PLUH, on lance un marché public et là, cette offre de candidats à analyser. Et quand on n'est pas spécialiste en stratégie bas carbone ou même stratégie environnementale au sens plus large, c'est difficile d'appréhender les réponses de chacun pour voir ce qui est vrai, ce qui est faux, ce qui n'est que de la théorie ou ce qui serait un petit peu plus pratique dans les réponses. Donc, une première partie, nous, de l'AMI a consisté à cette assistance technique au choix du bureau d'études et ça s'est très, très bien passé. Voilà, ça, c'était vraiment intéressant. Ensuite, donc, ça a été l'assistance technique justement pour l'organisation de ces ateliers, donc menés avec les maires et dans le cadre du diagnostic du document d'urbanisme intercommunal. Donc, a été rédigé des fiches ressources sur les thématiques donc, de l'habitat, un habitat rural de montagne, ou un habitat donc, de résidence secondaire ou un habitat touristique, la mobilité. On a voulu prendre en compte la mobilité résidentielle des habitants et la mobilité touristique. Au territoire de montagne, tout est éloigné. Hein. Je n'ai pas besoin de vous passer sur le détail au niveau mobilité. Le développement économique et touristique, les activités agricoles, les activités forestières et la biodiversité. Donc, ces fiches ressources avaient pour contenu des chiffres clés, des enjeux identifiés, des enjeux généraux. Et les élus avaient à faire l'exercice de voir si ces enjeux pouvaient s'appliquer ou non au territoire. Des actions à inscrire dans le PLUH et des arguments pour prendre en compte les enjeux énergie-climat sur le territoire. C'était volontaire. L'idée, c'était quand même d'avoir des fiches qui ne soient pas hors sol, qui pouvaient s'appliquer au territoire rural de montagne. Et en fait, donc, ces fiches, elles avaient vraiment un objectif de lisibilité et de clarté, de simplicité. Il ne fallait pas opposer en fait, la planification urbaine et la stratégie bas carbone, mais au contraire, faire l'un avec l'autre. Un des troisièmes objectifs du coup, de l'expérimentation, alors qui n'était pas forcément prévu au début, ça a été la présentation de l'outil Climurba. Et cet outil Climurba qui va nous permettre, dans un futur proche, qui va nous permettre de visualiser les conséquences des choix politiques en matière d'énergie-climat. Voilà, ça c'est ce qu'on a trouvé intéressant avec cette application Climurba. Bon, Qu'est-ce qui vous intéresse en particulier dans Climurba? Dans Climurba, ce qui est intéressant, c'est de montrer aux élus, en fonction d'un de leurs objectifs, le changement de couleur de leur projet politique. Passer d'un projet politique rouge à un projet politique orange, c'est concret. Ça permet vraiment, là, je trouve, de mettre en place une stratégie et d'assumer. Si on fait un projet politique rouge, on fait un projet politique rouge. Il faut savoir pourquoi et il faut l'assumer. Mais quand on voit qu'en changeant un objectif, on peut basculer à l'orange et en changeant 3 objectifs, en les transversalisant, on passe au vert, là, je trouve que c'est un vrai travail en fait, de construction de la stratégie politique bas carbone. Voilà. Oui, et c'est à cette échelle du projet politique que vous estimez que l'AMI a été la plus pertinente, en tout cas que le travail peut être fait et être saisi, parce que c'est, vous le confirmez, la dimension de portage politique qui est déterminante pour tenir le bas carbone dans la planification. L'intercommunalité, oui. À l'échelle communale, la planification bas carbone, bon, déjà, c'est nouveau, il faut le dire. Ce n'est pas forcément une culture. Quand on regarde, moi, quand je regarde par ma fenêtre, tout est boisé, tout est vert. Donc, même l'enjeu est à se poser la question hein, quand on n'en entend pas parler, quand on n'y est pas sensibilisé. Et c'est hors sol. À l'échelle d'une commune, travailler la mobilité, bon, travailler le bâtiment, oui, peut-être, mais travailler des notions plus larges de préservation de la biodiversité. La biodiversité, ça n'arrête pas à l'échelle communale, la mobilité non plus. C'est pour cela qu'en fait, l'échelle intercommunale, déjà dans le fonctionnement, est plus opportune et ensuite dans l'ingénierie. Toutes les communes n'ont forcément pas l'ingénierie pour mettre en place une stratégie bas carbone. Le retour d'expérience. Alors voilà, c'était ce que je disais tout à l'heure en introduction. Peut-être ambitieux, la transversalité au stade du diagnostic, au stade des ateliers sur une jeune interco pour un premier travail d'élaboration de documents d'urbanisme sans avoir de SCOT, sans avoir de PCAET au-dessus. Il faut l'avouer, la transversalité n'a pas permis la construction de la culture énergie-climat. Voilà, à l'échelle de l'interco, là, il faut le reconnaître. Et la transversalité n'a pas non plus permis la vision stratégique.
Voilà. Alors, ce n'est pas négatif, parce que moi, je pense que la transversalité peut le permettre, mais pas en phase de diagnostic. C'était trop nouveau. Il y avait trop de nouveautés, trop de choses à prendre en compte, sortir de l'échelle communale pour la planification, arriver à l'échelle intercommunale, prendre donc toutes les autres thématiques de l'aménagement du territoire. C'était trop. C'était trop. Les ateliers se sont bien déroulés. Il y avait un taux de présence qui était intéressant. Les fiches ont été distribuées, elles ont été expliquées, mais après, dans les débats, ça sortait pas. Voilà. C'était pas un enjeu, c'est pas ressorti comme un enjeu et du coup, il n'y a pas vraiment eu de vision stratégique. Dans la phase de diagnostic, après, voilà, Climurba, comme je le disais, dans la phase de projet politique, là, pour la construction du PADD, ça, moi, je le vois comme une réelle opportunité. Et donc, c'est prévu de le travailler dans toutes les réunions prévues pour travailler justement le projet politique avec les élus. Là, ce sera de retranscrire leur projet avec Climurba et donc de le voir évoluer au fur et à mesure. Quand on avait fait ces ateliers en phase de diagnostic, on était au début du diagnostic, on n'avait pas encore des enjeux identifiés pour notre territoire. Je pense en fait on était vraiment trop en amont. Pensez qu'il y a un défaut de prise de conscience à l'échelle de l'élu. C'est un peu ce que vous avez dit, hein. Quand je regarde par la fenêtre, je vois mon château Qatar et puis en dessous tout est vert. On ne voit pas pourquoi il faudrait intervenir, quoi. C'est pas un défaut de prise de conscience, c'est le terme défaut là qui me pose problème. C'est juste qu'il faut arriver à l'imaginer ensuite dans la traduction opérationnelle du document d'urbanisme. Et sortir du document d'urbanisme, c'est du terrain constructible. Ça, c'est terminé. Hein. Ça fait des années que c'est terminé. Mais sur un territoire jeune, avec uniquement 15 documents d'urbanisme sur 52 communes, ça, c'est ce qu'il a fallu, en fait, acculturer déjà les élus sur ça. Parce qu'après, les élus sont tous conscients de l'intérêt de la protection environnementale, du bas carbone. On est justement un territoire vert et ils sont conscients qu'ils ont de la chance d'être sur un territoire comme ça et qu'il faut préserver. Ça, oui. Mais en fait, après, c'est la retranscription dans le document d'urbanisme. C'était trop flou. C'est pour ça que je pense que l'échelle diagnostique, la temporalité diagnostique, là, c'est trop en amont. Pour transversaliser, il y aurait eu un diagnostic spécifique avec un atelier spécifique sur l'énergie-climat. Peut-être en effet que là, vu que le débat n'aurait porté que sur ça pendant 4 heures, là, en effet, ça aurait pu être beaucoup plus concret. Peut-être. Je ne sais pas, on ne l'a pas fait. Pourtant, la question énergétique est forte et comprise, j'imagine, chez vous, puisque vous êtes exportateur d'électricité. Oui. Un exportateur à 400%, nous, notre territoire, avec les centrales hydroélectriques. Donc, la production d'énergie, ça, il n'y a pas de souci. Par contre, la réduction des gaz à effet de serre, ça, c'est un peu plus nouveau. Et la réduction des consommations, vous voulez dire aussi? La réduction des consommations aussi. Alors, la réduction des consommations, c'est là où il faut l'adapter à chaque territoire. La réduction des consommations, c'est compliqué. Se passer de la voiture, sincèrement, c'est quasiment impossible sur notre territoire. Alors, on peut passer à la voiture électrique. Il y a toujours d'autres solutions. Mais là, en phase de diagnostic, quand on voit notre territoire, c'est difficile de suite de pouvoir se projeter dans une opérationnalité. On est traversé par la route nationale 20, qui est la route qui relie Paris à l'Espagne et qui dessert le pas de la Case. Je ne vous fais pas je ne vais pas vous sortir les chiffres des 36 000 véhicules le jour qui traversent notre territoire uniquement pour aller au pas de la Case, faire l'aller-retour sur la journée. Voilà, en matière de mobilité. Alors, ça ne veut pas dire que les élus jettent l'éponge, ils disent que ce n'est pas la peine. C'est juste que tout ça, il faut arriver à l'intégrer en fait dans l'acculturation. Alors, une question qui m'arrive là des spectateurs, auditeurs, téléspectateurs. Est-ce que au stade amont, donc vous l'avez précisé, on est avant le PADD du PLUI pour le moment, vous étiez très en amont. Est-ce qu'à ce stade, vous avez mis en place des ateliers avec des habitants? Non. Non, la concertation avec la population, déjà, on avait prévu, alors ce n'était pas des ateliers, on avait prévu des réunions publiques pour informer la population de la mise en place du document d'urbanisme. Mais on n'en a pas parlé, mais il ne faut pas l'oublier quand même, cette AMI, bravo, année Covid. Ça a modifié beaucoup de choses dans l'organisation et dans la logistique. Et c'est vrai que nous, par exemple, les 3 premières réunions publiques, on n'a pas pu les faire
Alors, elles ont été remplacées par des vidéos qui ont été mises en ligne sur le site Internet, mais ça ne remplace pas quand même la réunion d'échange avec la population. Et dans ces ateliers thématiques-là, étaient conviés donc, les maires. Il y avait des élus qui représentaient l'intercommunalité, justement, pour avoir la vision plus large des 3 territoires. Il y avait également des personnes ressources. La chambre d'agriculture, par exemple, voilà, des professionnels. Alors, des aménageurs ont été invités à ces ateliers. Certains sont venus, mais on était dans la phase de diagnostic du territoire à tout faiblesse, quoi. À tout faiblesse, début des opportunités et des menaces, dont la question ne s'est pas posée avec eux de la retranscription dans le document d'urbanisme. Voilà. Après l'AMI, alors autant la transversalité et l'acculturation d'un point de vue gouvernance des élus n'a pas fonctionné. Alors autant par contre l'acculturation des techniciens, alors autant le bureau d'études que moi, ça a bien fonctionné. Il faut le reconnaître. Ben voilà, chacun son métier. La planification bas carbone, c'est une thématique à part de l'aménagement du territoire. Et moi, j'étais issue de ça. Donc ça a quand même été intéressant. Et donc, pour terminer, la prochaine étape, donc, le projet politique, le PADD, où on attaque en septembre. D'accord. Vous avez évoqué tout à l'heure, parmi les thématiques transversales, la biodiversité. Alors, Oui. il y a un aspect de la biodiversité qui tient à la préservation des sols naturels, c'est-à-dire à la lutte contre l'artificialisation, si on veut le prendre de l'autre côté de la médaille. Ça s'appelle aussi le zéro artificialisation, la trajectoire vers le zéro artificialisation nette. Donc, est-ce que cette dimension, je pose la question parce qu'elle a été posée par les premiers inscrits à ce webinaire, avaient la possibilité de poser des questions en même temps qu'ils s'inscrivaient. Et c'est revenu pas mal. Je vous pose la question, je la poserai tout à l'heure également à Laure Régnier. Et puis peut-être en finale, ce lien entre le bas carbone et la trajectoire zéro artificialisation. On posera la question à Daniela Sana et à Stella Gass également. Mais elle a été posée. Est-ce que chez vous, il y a un lien comme ça qui a été fait entre cet enjeu de biodiversité et puis le maintien des sols naturels en évitant leur artificialisation? Ce lien, il s'est fait déjà dans les enjeux. À l'issue du diagnostic, le lien a déjà été fait et ensuite, donc, il va être mis en application, pas encore, mais bon, il sera retranscrit dans le projet politique, oui, automatiquement. Très et bien, je d'ailleurs, vous remercie. juste pour compléter, pas uniquement par rapport au volet biodiversité. Là aussi, ce lien du ZAN va recouper l'habitat, la mobilité, les aménagements urbains, enfin voilà, toutes les autres thématiques finalement de l'aménagement du territoire. J'ai même eu une question, alors c'est une architecte, hein, je dénonce, mais une question sur le lien avec la limitation des lotissements. Alors je vous passe les caractérisations là que je lis, hein, voilà ces horreurs qui enlaidissent la France, etc., etc. Je ne sais pas si dans des communes rurales où parfois les maires ont la tentation de laisser faire un lotissement parce que c'est simple, c'est la façon la moins chère de produire du logement aujourd'hui. Ça peut aller à rebours de certaines envies de maires de parler de la fin du lotissement. Alors, communauté de communes de la Haute-Ariège, 52 communes soumises à la loi montagne. Donc déjà, oui, ça aide. il se compte sur les doigts d'une main. Premier point. Oui. Deuxième point, le lotissement. Nous, on n'a pas de lotisseur en fait. Il ne faut pas se voiler la face. Les promoteurs, les aménageurs, ils ne viennent pas jusqu'à chez nous, ou ils viennent difficilement jusqu'à chez nous. Mais il faut être sincère. Donc les lotissements, quand il y en a, ils sont portés souvent par les communes. Ce sont des lotissements communaux et là, il faut de l'ingénierie. Parce que là, on se lance là un maire devient aménageur foncier et une fois que le lotissement est fait, après, il faut vendre les lots. Et comme nous, on est un territoire touristique, on est soumis à la pression des résidences secondaires, un maire ne fait pas un lotissement communal. Enfin, je ne veux pas généraliser, moi je suis technicienne, mais je vois difficilement un maire faire un lotissement communal pour qu'il soit rempli uniquement de résidences secondaires. Bien sûr. Bon, je vous remercie. Vous restez avec nous, bien sûr, Céline, vous pourrez réintervenir si vous le souhaitez, même si on va maintenant changer de territoire, remonter un petit peu plus au nord, changer de massif. Donc des Pyrénées, nous passons au Massif central. Avec vous, Laure Régnier. Je ne sais pas si vous êtes là, je pense qu'on vous entend. Ouais. Je suis là, bonjour. Alors, bonjour, voilà, et même on vous voit.
Donc, vous êtes la chef de projet de la communauté de communes de Xaintry-Val d'Ordonne. C'est au titre de votre responsabilité notamment de chef de service urbanisme, habitat et affaires foncières. Donc, on reviendra peut-être sur le ZAN, vous allez nous présenter le territoire, ces enjeux, la façon dont ça s'est passé. Vous avez été touché aussi par le Covid, évidemment, dans le développement de cette AMI, et puis les leçons que vous en avez tirées. Voilà, donc on voit très symboliquement sur la carte un petit peu l'emplacement. Pour ceux qui l'ignoreraient, vous me l'avez rappelé, hein, moi qui suis auvergnat, je connais bien la Bourboule. Alors la Dordogne prend sa source, elle passe chez vous ensuite, mais un peu plus bas quand même. Hein, voilà. La Dordogne n'est pas que le privilège du département de la Dordogne. La Corrèze est très aussi concernée par le passage de la Dordogne, et tout particulièrement notre territoire. Donc, on est bien un territoire corrézien, effectivement. C'est l'occasion de plonger, effectivement, dans la présentation de notre territoire, qui présente finalement quelques similitudes quand même avec le territoire dont on vient de parler juste avant, dont vient de parler Céline sur la Haute-Ariège. On est effectivement un territoire très rural, avec la particularité d'être là aussi une très jeune intercommunalité qui donc a été créée avec la fusion de 3 EPCI en 2017. Et ça a été un acte assez fondateur. Alors, comme je le disais aussi, c'est une toute petite communauté de communes. Et vous voyez, j'ai rappelé quelques chiffres, mais on est sur une communauté de communes qui fait moins de 12 000 habitants, seulement 30 communes concernées. Globalement, au niveau des documents d'urbanisme présents sur le territoire, c'est vraiment au ras des pâquerettes, c'est-à-dire qu'on a effectivement 2 PLU sur le territoire. Ensuite, on a 6 cartes communales et pour le reste, ce n'est que le RNU. Donc, cette fusion et la création de cette intercommunalité a été finalement une opportunité pour les élus dont ils se sont saisis pour essayer de faire territoire, justement, et de se constituer leur identité, d'affirmer effectivement leur caractère territorial. Et ils ont pris le parti de se lancer en fait, dans l'élaboration d'un SCOT et d'un PLU groupés en fait, qui se positionnent sur le même périmètre d'intercommunalité. C'est une spécificité vraiment propre au territoire, mais c'était un enjeu vraiment fondateur qui était de se dire, plutôt que de subir notre groupement d'intercommunalité, on va essayer de le porter et on va l'assumer. Et l'assumer, c'était justement l'assumer sur des objectifs très forts et assez ambitieux de transition énergétique. C'était un constat déjà qu'effectivement, on était un territoire avec de véritables qualité, avec des enjeux de paysage, de milieu naturel, des spécificités en fait de territoire rural sur lesquelles on pouvait s'appuyer. En même temps, le constat aussi de fragilité sur la ressource en eau. Enfin, on verra qu'après la présence hydroélectrique est particulièrement forte, mais un enjeu sur la ressource en eau, sur un déclin démographique aussi ressenti. Bon voilà, un certain nombre de constats qui ont fait que cette logique de transition énergétique et cette volonté en fait là était devenue transversale, était une stratégie transversale vraiment affirmée à l'échelle de l'élaboration de ce SCOT groupé et conjoint au PLUIH qui doit suivre. Ce qui fait qu'on a mobilisé d'ailleurs le même bureau d'études pour travailler sur ce territoire, qui est un bureau d'études, donc c'est le bureau d'études Citanova, qui nous accompagne sur cette élaboration et avec lequel donc ça fonctionne très bien et qui est complètement engagé dans la démarche. À l'échelle de notre territoire, par contre, effectivement, pas de démarche TPOS, pas d'agenda 21. Enfin, on partait quand même de loin sur la connaissance en fait des outils de planification et sur leur mise en œuvre. Donc, il y avait vraiment un enjeu quand même de travail collectif et un gros travail d'échange et de concertation avec les élus pour aboutir à une démarche qui soit vraiment partagée et efficiente. Et puis, d'un point de vue régional, effectivement, on avait des enjeux déjà existant avec Néo-Terra qui était en place depuis juillet 2019, le SRADET évidemment qui avançait aussi, et puis un contrat de transition énergétique à l'échelle du département qui s'est signé aussi en juin 2019. Donc voilà pour vous planter un peu le décor, mais qui fait voilà, la nature du site et la nature après de la démarche et de la sollicitation dans le cadre de l'AMI qui a été faite. Donc, rapidement, pour vous redire effectivement les procédures qui sont en cours, je ne m'attarde pas, mais effectivement, au niveau du diagnostic du SCOT, donc 2019, le PAS a été visé et validé en 2020 et on arrive à l'échéance, en fait, avec le document d'orientation qui a été formalisé en 2021, mais qui a été, en fait, revu. L'ensemble des documents ont été vraiment réajustés avec
la sortie et des décrets en fait concernant le zéro artificialisation justement sur la loi climat et résilience. Donc depuis avril 2019, avec la sortie des décrets d'application, on a quand même remanié, on a été amené du coup à avoir un petit temps de reprise et de relecture en fait de l'ensemble de ces documents-là, ce qui fait qu'on arrive à un SCOT qui sera arrêté en septembre 2022. Et ensuite, on continue effectivement toute la démarche du PLU qui, en fait, a fait l'objet d'un diagnostic croisé avec le SCOT, mais le reste de la démarche du PLU reste encore à mener et ça va être un des gros enjeux pour la suite. Et puis, couplé à ça, une démarche effectivement à l'échelle, la mise en œuvre en fait d'une ORT et puis couplé justement à la mise en œuvre d'une OPA et d'une OPA-RU sur 2 centralités en fait de l'intercommunalité. C'est intéressant au sens où c'est la mise en pratique et l'opérationnalité finalement après des enjeux qui sont déclinés à l'échelle du SCOT. Donc, la réponse à l'appel à manifestation d'intérêt qui avait été lancée par l'ADEME sur la planification bas carbone, elle portait sur l'idée et sur l'affirmation en fait du territoire de Xaintré-Val d'Ordogne, de faire un territoire accentuant sa séquestration en carbone et puis valorisant sa production d'énergie non carbonée. Et tout ça en l'intégrant évidemment dans les SCOT et dans le SCOT et dans le PLUIH avec l'idée d'avoir une planification anticipatrice en fait. Donc d'être proactif finalement sur la démarche et sur les fuites à donner et comment traduire ça effectivement dans les documents d'urbanisme. Donc je le disais, c'était le constat sur les potentialités en fait du territoire et sur les fragilités avec une vraie particularité au niveau du territoire qui effectivement la présence de réserves mondiales de biosphère avec la Dordogne, il y a des enjeux vraiment de nature et de biodiversité très forts. On est un territoire particulièrement boisé qui est couvert à 56% de son territoire par la forêt, qui constitue déjà un puits à carbone. Donc, on avait vraiment cette force et puis une présence aussi de l'énergie hydroélectrique qui est très conséquente, notamment justement sur la Dordogne, avec énormément de barrages positionnés et puis un territoire qui produit plus qu'il ne consomme en termes d'énergie. Donc, l'idée, c'est effectivement de se poser la question de comment intégrer tous ces éléments-là, avec par contre le paradoxe et la particularité d'être un territoire qui, malgré tout, est fragile sur sa ressource en eau, notamment en eau de pluie, avec un territoire qui est particulièrement aussi marqué par une activité agricole qui peut être très consommatrice en eau, justement. Et puis après, des particularités aussi de territoire qui font que, c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur le territoire de la communauté de communes Haute-Ariège, des problématiques de mobilité qui font qu'effectivement, on ne peut pas s'exonérer de la voiture sur notre territoire et puis très peu de présence, de toute façon, d'options complémentaires. Enfin, au-delà de la voiture, on n'a pas le train, on n'a pas d'options en fait, complémentaires qui font qu'on peut trouver des solutions. Donc, c'est se poser aussi la question de comment on encourage d'autres manières et d'autres formats de mobilité ou au contraire, comment on évite d'avoir à surconsommer en matière de transport et de mobilité. Donc ça, c'était la base, effectivement. Et le sujet initial, ce qui a amené à répondre à l'AMI, on avait fait 2 propositions en fait, de réponse à l'époque par rapport à l'AMI, avec une sollicitation initiale qui était vraiment très spécifique à notre territoire et qui était portée par un projet qui était dans les cartons et qui reste dans les cartons depuis 40 ans, qui concernait en fait la création d'une station de transfert d'énergie par pompage dans le barrage du Chasselan, qui est effectivement une commune sur notre territoire. Donc, c'est un projet d'envergure qui dépasse très largement en fait, le territoire de la communauté de communes, le seul territoire de la communauté de communes, avec l'idée qu'il puisse y avoir un potentiel d'énergie électrique qui dépassait les 20 gigawatts. Enfin, ça reste une opération vraiment très lourde et très imposante et très importante, mais très lourde aussi en matière d'impact environnemental et d'impact sur la biodiversité. Donc, ça posait énormément de questions aux élus pour savoir si oui ou non on réactivait ce projet et si oui ou non on l'intégrait en fait dans le document de planification, notamment à l'échelle du SCOT et puis dans cette réduction après au niveau du PLU. Donc, c'était la proposition initiale qui avait été faite dans le cadre de l'AMI, c'était justement de nous aider en fait dans cette démarche-là sur l'intérêt, sur la possibilité sur les moyens en fait d'intégrer ce type de structure et ce type d'installation et surtout de donner des outils et des arguments aux élus pour savoir se positionner en fait.
Donc ça, c'est pas un sujet qui a été retenu finalement dans le cadre de l'AMI parce que ça dépassait finalement notre secteur et ça dépassait les enjeux. Ça restera un sujet, ça restera un questionnement. J'ai envie de dire que ça peut être un questionnement pour le coup national, je crois qu'il n'y a que 6 exemples du même type en France. Donc ça, à terme, nous, on restera intéressés et questionnants sur ce sujet-là. Et si on peut avoir des informations dessus, on sera toujours demandeur, mais ça nous dépassait beaucoup. La deuxième proposition et la deuxième piste en fait de réflexion dans le cadre de l'AMI, c'était au contraire de travailler sur les documents d'urbanisme et sur la planification et tout particulièrement sur le PLUI-H chez nous. Sauf que Covid oblige, effectivement, finalement, la piste qui avait été retenue dans le cadre du PLU et le PLU ayant été décalé en termes de timing par rapport au Covid, on est sorti de cette logique-là. Mais malgré tout, les objectifs qui avaient été retenus, ils sont quand même intéressants et puis ils vont questionner pour nous aussi le devenir et la suite. C'était effectivement comment on accompagne l'intégration dans le PLU de ces sujets-là et quelle transversalité, avec l'idée de responsabiliser en fait le citoyen et comment on permet d'inciter en fait et d'être dans des mesures incitatives à l'échelle du PLUI pour de la production par les particuliers en fait d'énergie renouvelable et pour la gestion des eaux pluviales, enfin tous les sujets qui pouvaient les concerner. Donc d'être vraiment dans une logique incitative, mais comment cette logique incitative était traduite dans la partie réglementaire et dans l'ensemble des documents qui concernent le PLU. Et pour la STEP, donc c'était quelques exemples et quelques éléments de référence. Donc ça, c'est finalement, encore une fois, pas ce qui a été effectivement réalisé concrètement à l'échelle de l'AMI, parce que la temporalité ne nous a pas permis de rentrer à ce stade-là. Mais ce qui a été proposé, ce qui a du coup fait l'objet de l'intervention de l'ADEME et du CEREMA avec nous, c'est repositionné finalement sur une relecture et sur une approche du SCOT au moment où on en était, sachant qu'on avait déjà engagé le diagnostic, que les éléments étaient déjà relativement avancés et qu'on avait déjà une première étape en fait à l'échelle du PAS. Donc ce qui a été proposé, ce qui a été fait, ça a été d'abord une relecture en fait du PAS et notamment avec l'examen et l'outil Climurba dont on a parlé tout à l'heure. Et puis la deuxième proposition complémentaire, c'était justement d'apporter, de mettre en œuvre un atelier qui soit finalement un peu plus ciblé sur les dimensions climat-énergie justement, mais plutôt dans une démarche de concertation et d'échange qui était déjà engagée, initiée avec l'ensemble des élus et notamment aussi des instructeurs et des techniciens. L'idée, c'est qu'on avait déjà mis en œuvre certains ateliers sur un certain nombre de thématiques qu'il s'agissait évidemment de traduire après dans le PAS et dans le document stratégique et puis ensuite dans les documents d'orientation sur l'habitat, sur l'activité économique, enfin sur l'ensemble des thématiques. Et l'atelier porté par le CEREMA a été un 5e atelier qu'on a appelé notre atelier bonus, qui est venu effectivement compléter la démarche et compléter finalement l'acculturation auprès des élus. Et ça a été l'occasion justement d'avoir cette lecture vraiment transversale des enjeux bas carbone sur l'ensemble en fait des thématiques qu'on avait déjà abordées avec eux. Donc de croiser vraiment les enjeux. Peut-être on peut passer d'ores et déjà. Voilà. Alors ça rapidement effectivement. Donc nous on avait 4 thématiques: économie, habitat, biodiversité et gestion économe de l'espace. Ça c'est les ateliers qui ont été animés et assurés par notre bureau d'études préalablement. Et puis donc l'atelier bonus est venu conclure plutôt donc avec cette dimension climat-énergie, mais dans une démarche en fait de ce qui a été intéressant, je pense, et vécu assez positivement par les élus, ça a été relativement concret sur des expériences réelles et sur un échange, un débat en fait, qui a permis la discussion et qui a ouvert vraiment le débat avec les élus et avec les participants. Et ça a permis effectivement de se poser la question et de se positionner pour la suite sur la manière dont on intégrait en fait dans le document d'orientation du SCOT l'ensemble de ces sujets, de ces thématiques-là, et encore une fois dans une vision vraiment complètement transversale et pas de la restreindre à une seule et unique piste et une seule unique orientation. Ce qui fait qu'à l'échelle du document d'orientation aujourd'hui, on a un certain nombre de pistes qui ont été avancées, qui ont été présentées, tant sur la sobriété foncière qui est évidemment encouragée, sur l'habitat et sur le fait de limiter évidemment la consommation et de revaloriser, de réhabiliter, de privilégier la réhabilitation et la rénovation en fait des logements, sur le fait aussi de se concentrer en fait autour des hameaux et d'éviter l'étalement urbain. On parlait du zéro artificialisation, ça a été
un enjeu particulier, effectivement. Sur l'intégration aussi, enfin, sur le fait aussi de développer, de diversifier, en fait, la production d'énergie renouvelable et de miser sur le mix énergétique, en ouvrant aussi sur les conditions d'installation et d'implantation du photovoltaïque qui relèvent effectivement d'enjeux assez forts et assez prégnants sur notre territoire. Donc, c'était l'idée d'avoir effectivement des orientations à l'échelle du DO qui soient vraiment, qu'on retrouve en fait dans l'ensemble des thématiques et qui concernent justement cette logique bas carbone qui a été intégrée. Mais ça a été, ce qui a été intéressant, ce qui a surtout, ce que tout ça, alors ça c'est juste une traduction et le développement finalement de la logique et du fait que on a trouvé une continuité et une cohérence entre évidemment l'ensemble du document, le diagnostic ayant évidemment s'étant appuyé sur le territoire et sur les spécificités du territoire pour qu'à l'échelle du PAS, des enjeux soient vraiment identifiés comme améliorer la performance énergétique, conforter la production hydroélectrique puisque c'est un enjeu. Ce qui fait que d'ailleurs les élus à ce stade-là se sont quand même positionnés par rapport à notre histoire de STEP qui était dont on aurait pu penser qu'elle serait évacuée, mais ils ont pris le parti avec les échanges et en connaissance. Enfin, ils ont pris le choix politique d'afficher et de justifier en fait le fait de réaliser, en tout cas de permettre la réalisation de cette STEP moyennant des conditions d'intégration et d'inscription dans le périmètre et dans le cadre environnemental qui soit compatible et approprié, pour autant en misant sur une diversification aussi de la production d'énergie. Et puis dans le dos, effectivement, un certain nombre d'orientations, ça c'est un exemple dans l'ensemble du document d'orientation sur le développement du photovoltaïque, mais en privilégiant les surfaces déjà artificialisées et en évitant évidemment de consommer de la terre agricole, sur l'autonomie énergétique vers laquelle on mise, sur le fait de privilégier l'installation aussi de production collective à l'échelle des projets d'aménagement un peu structurants. Enfin voilà, un certain nombre de pistes qui ont été portées et développées. Et donc, pour faire rapidement le retour d'expérience, effectivement, nous, ce qu'on a pu constater, c'est que ce temps d'échange, il a largement participé au fait que justement, les élus ont d'autant plus intégré et peut-être j'y mets quand même quelques guillemets, mais ont un peu moins mal vécu l'objectif zéro artificialisation, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment porté à ce moment-là des enjeux, la réflexion sur le zéro artificialisation pour se mettre dans une logique vraiment vertueuse et enfin voilà, c'était cette logique d'acculturation et de compréhension de l'objectif et de questionnement pour sa traduction, pour permettre en fait d'atteindre les objectifs sans pour autant le vivre comme une contrainte et comme un objectif subi finalement. Ils s'en sont saisis. Donc ils sont assez moteurs et d'ailleurs assez partie prenante quand il s'agit de faire remonter ces enjeux-là et la spécificité des territoires ruraux à l'échelle du SRADET et auprès de la région. Ensuite, après, c'est l'outil Climurba qui a été plutôt bien ressenti et bien apprécié. Peut-être la particularité, peut-être ce que je dirais malgré tout sur l'outil et ce qui est remonté, c'est que, alors c'est des critères effectivement qui sont valables pour l'ensemble des territoires et parfois peut-être un tout petit peu en décalage par rapport aux territoires ruraux avec le sentiment qu'il puisse y avoir une lecture un poil plus urbaine qui fait que parfois nos territoires passent pour moins vertueux, là où les objectifs et les enjeux sont quand même un peu portés, mais effectivement quand on ramène ça aux problématiques de stationnement, problématiques de mobilité, on est forcément un peu en décalage. Mais aussi parce que notre territoire n'y répond pas naturellement. Donc globalement, voilà, ça a été plutôt bien apprécié. Puis après, ce qui est plutôt intéressant et ce que ça a permis de mobiliser, c'est que les élus sont vraiment dans une logique opérationnelle. Du coup, et ont compris en fait que la réflexion sur laquelle ils avaient vraiment avancé devait se traduire concrètement, bien sûr après maintenant dans les étapes du PLUIH à venir, mais déjà dans des choses très concrètes et très opérationnelles avec l'engagement de l'OPA, avec la mise en œuvre du contrat d'objectif territorial qui est justement en train de se faire avec l'ADEME, enfin sur le fonds chaleur. Donc voilà, il y a plusieurs choses qui sont en œuvre et qui se poursuivent et qui avancent doucement dans cette logique-là, mais tout reste à faire parce que je pense que l'étape du PLUI va continuer à être une vraie discussion. On ne manquera pas d'avoir besoin, je pense, d'accompagnement à ce stade-là. Ouais, je dis des conneries. De fait,
l'accompagnement qui a été le vôtre, enfin qui vous a été apporté, intervenait un petit peu plus en aval par rapport à à l'intervention en Haute-Ariège. Et peut-être c'était plus pertinent, ce qui recouperait hein, l'avis de Céline Mariani tout à l'heure, c'est que c'est pas forcément au niveau amont, très amont, que l'accompagnement est le plus pertinent. Enfin, je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, je pense que, enfin oui et non. Nous, en fait, c'est arrivé peut-être un peu tardivement, par contre, au moment du pass, parce qu'on avait déjà quand même bien avancé sur les enjeux. Il aurait peut-être fallu que ça arrive un tout petit peu en amont, au lancement en fait de cette réflexion. Même si ça a permis de re-questionner, mais on a fait une sorte de petit retour arrière en rediscutant et en re-questionnant des choses qui avaient été déjà un peu vues, mais ça a complété en fait la démarche. Mais idéalement, ça aurait pu arriver un tout petit peu plus en amont pour être dans la continuité naturelle. Merci, je vous remercie beaucoup, Laure Régnier. Je rappelle que vous êtes 480 inscrits à ce séminaire. Là, je n'ai pas de questions pour l'instant. Sur les questions que j'avais posées tout à l'heure, avant que je passe la parole à Daniela Sana et Stella Gass, on avait parlé, vous l'avez évoqué tout à l'heure rapidement, c'est-à-dire que l'intégration de la stratégie zéro artificialisation nette dans vos documents. Dans quelle mesure c'est corrélé à l'enjeu bas carbone? Alors nous, ça a été très largement corrélé par rapport à la réflexion justement sur les mobilités, sur le fait de conforter en fait les hameaux, de conforter les activités et les services sur les polarités existantes pour justement permettre en fait la proximité et ouvrir en fait cette proximité à l'ensemble des habitants du territoire, sachant qu'on est sur un territoire qui est relativement diffus, qui n'est pas tellement grignoté par l'étalement urbain au sens strict, mais qui par contre est de nature constitué de petits hameaux éparpillés en fait sur le territoire, mais relativement bien constitués avec des silhouettes identifiées. Donc rester dans cette logique-là pour éviter effectivement, pour permettre en fait d'éviter de surconsommer en termes de mobilité ou en tout. Enfin, donc ça a été un enjeu. Et puis après la protection effectivement des terres agricoles et la préservation réellement derrière du patrimoine forestier dont on dispose. Très bien, merci. Oui, c'est plutôt sous l'angle des ressources que la question se pose. Et j'imagine qu'à une étape se posera la question des pratiques agricoles. Bien entendu, vous avez parlé de certaines cultures très consommatrices d'eau et paradoxalement, vous êtes traversé par un des grands fleuves français avec des retenues d'eau et une problématique de création de nouvelles retenues éventuellement. Donc il y a de l'eau, mais en même temps, vous êtes confronté à des problématiques de sécheresse. Des problématiques de sécheresse qui restent un peu vraiment prégnantes, oui. Oui. Alors, je voudrais que Daniela Sana et Stella Gass interviennent maintenant. Daniela Sana, donc, je l'ai dit pour commencer, vous êtes la responsable du pôle aménagement des villes et territoires PAVT à l'ADEME. Stella Gass, vous êtes la directrice de la Fédération nationale des SCOT. Vous êtes évidemment en plein dans ces problématiques. Et ça a été à l'ordre du jour, je le rappelais, de vos rencontres de Besançon il y a 10 jours. Peut-être Daniela Sana, d'abord, quel regard est-ce que vous tirez, vous, sur cette expérimentation, cette AMI, ces enjeux et la façon dont les choses peuvent évoluer à l'avenir, l'étape d'après, les étapes suivantes? Oui, bonjour, merci Rémi. En effet, cette AMI, ce n'est qu'une brique et on voit bien dans les interventions des différentes personnes comment il est important de jouer la complémentarité. La complémentarité, donc déjà dans les parties un peu sur la partie échelle spatiale, mais aussi échelle temporelle. Donc Emmanuel Tibi au départ nous a parlé de la future SFEC qui joue en effet cette complémentarité parce qu'on met sur le même chapeau les enjeux donc d'atténuation, d'adaptation au changement climatique et de production énergétique. Et puis l'articulation avec les arts est évidente, donc la question a été posée et pour nous en effet les conjuguer préservation de la biodiversité et neutralité carbone est une évidence, notamment si je cite les travaux que nous avons menés récemment sur les prospectives et transition 2050. Nous avons produit 4 scénarios pour aller vers la neutralité carbone et dans les 4 scénarios,
un aspect fondamental est l'impact des puits carbone. Donc, on a bien parlé donc des neutralités comme une balance entre émissions et puis stockage. Et donc, quand on parle des puits carbone, donc l'impact de la préservation des sols est fondamental. Donc, en fait, j'aimerais insister sur tout ce qui est solution sans regret, un peu, et à co-bénéfice. Il a été posé la question, du coup, je ne dis pas exactement ce que je vais penser vous dire, mais je préfère un peu rebondir sur ce qui a été évoqué. On a parlé notamment de la prescription sur l'opérationnalité. Donc, c'est vrai qu'on insiste beaucoup sur les solutions en co-bénéfice, notamment qui peuvent être amenées par la préservation de la biodiversité, sur la renaturation des sols, l'implication, par exemple, l'intégration d'un coefficient de biotope dans les documents d'urbanisme. Donc, ce sont des solutions sans regret qui permettent en effet d'agir à la fois sur l'adaptation au changement climatique, sur l'atténuation au changement climatique, donc d'agir notamment par exemple sur tout ce qui est rafraîchissement urbain. La France a connu récemment un épisode de canicule précoce, donc agir notamment sur tout ce qui est renaturé, il me semble être une solution sans regret qui peut être assez facilement prescrite et intégrée dans les documents d'urbanisme. Il a été aussi question des liens avec l'aménagement. En effet, à ces sujets, nous avons également lancé récemment une expérimentation Objectif ZAN, justement pour intégrer ces différentes thématiques. Et dans cette expérimentation, nous avons 22 territoires qui vont travailler à plusieurs échelles, de l'échelle stratégique des RADET, donc l'échelle régionale, voire l'échelle des SCOT PLUI, jusqu'à arriver à l'échelle de l'aménagement. Donc, nous avons en effet des aménageurs publics qui vont travailler avec nous pour traduire donc, cet objectif ZAN dans les cahiers des prescriptions donc, des opérations d'aménagement. Donc, nous avons vraiment décidé de travailler avec l'ensemble de l'écosystème, à la fois en aval et en amont. J'ai parlé aussi donc des trajectoires un peu spatiales, et en effet, nous avons pas mal travaillé sur les SRADET, notamment sur un travail un peu quantitatif, car l'expérimentation qui nous a été présentée ce matin est un travail plutôt qualitatif, avec une présentation donc, des ressources, des témoignages, des façons de faire. Et à l'échelle des RADET, nous avons produit un travail un peu plus sur un cadre d'analyse méthodologique pour quantifier comment les politiques climatiques régionales des RADET contribuent à l'SMBC. Donc, nous avons cette méthode qui est aussi disponible et qui permet donc de quantifier comment les politiques climatiques régionales contribuent à l'SMBC. Et ensuite, il y a donc l'échelle qui nous intéresse ce matin, qui est l'échelle plutôt intercommunale, et l'échelle aussi des bassins d'emploi, des bassins de vie, des bassins de mobilité, qui est celle des SCOT. Et on voit bien, en effet, qu'il y a donc des questionnements sur comment faire. Et nous allons également lancer un travail plus quantitatif pour voir si, en effet, il est possible de mieux quantifier la contribution donc, bas carbone des plans d'action de ces documents d'urbanisme. Et pour répondre également… Oui. Oui, c'est très important. Je vous laisse finir. Oui, et puis avant de passer la parole à Stella, je voulais aussi citer, donc on a également mis à disposition un recueil d'une cinquantaine de documents d'urbanisme, transition écologique, qui sont exemplaires à plusieurs points de vue. Et dans ces documents d'urbanisme, on trouve vraiment à quel moment il y a une prescription, il y a une traduction opérationnelle sur les thématiques donc d'atténuation, d'adaptation au changement climatique. Il est également disponible et vous sera transmis avec l'ensemble des ressources de ce webinaire. Ok, merci. Stella Gass, donc je l'ai dit plusieurs fois, vous sortez de vos rencontres nationales des SCOT où beaucoup des questions qui viennent d'être présentées ce matin ont été soulevées. Comment est-ce que vous voyez aujourd'hui l'intégration par les élus d'abord, responsables de SCOT, et puis par les équipes de ces enjeux qui ont été encore une fois au centre de vos rencontres? Alors, je voudrais rappeler déjà que dans les piliers obligatoires qui ont été fixés pour les SCOT lors de la modernisation des ordonnances de la loi Elan, il y avait le pilier transition avec un S, énergétique, écologique, climatique, et où il en était appelé à la responsabilité des élus dans le cadre de leur refonte des stratégies territoriales de prendre en charge de manière beaucoup plus importante ces sujets. Et ça avait été fait en accord d'ailleurs avec les élus de la Fédération des SCOT. Et donc, on a aussi demandé à cette
cet outil de stratégie territoriale, qui est donc l'outil en fait de vision stratégique à long terme pour le territoire des élus du bloc local, d'aller plus loin que stricto sensu l'aménagement et l'urbanisme, puisqu'on a ouvert un volet alimentation, vous l'avez dit, on a aussi des enjeux autour de l'agriculture en lien avec ces sujets, et puis on a prévu la possibilité de faire un SCOT Valampé SAET. Pourquoi est-ce que ça a été fait à l'époque? C'était pour dire que dans la stratégie territoriale portée par les élus du bloc local, il faut intégrer le plus en amont possible les questions air, énergie, climat. Et il a aussi été adossé à ce nouveau SCOT modernisé, donc outre le projet d'aménagement stratégique qui réaffirmait l'enjeu politique de vision long terme de cet outil, le plan d'action. Et là, ça a été très bien démontré par les collègues qui sont intervenus, c'est que en fait, les élus ont des outils dans la main, des outils à la fois de planification stratégique comme le SCOT, d'outils opérationnels comme PLU, PLUI qui déclinent la stratégie, mais aussi toutes les actions, toutes les opérations d'aménagement et les contractualisations qui sont menées, elles doivent permettre de mettre en œuvre concrètement la stratégie d'ensemble. Et si on revient plus particulièrement à l'horizon bas carbone 2050 qui est donné aux élus, à côté de l'horizon ZAN, en fait, c'est comment les élus, on arrive à les accompagner, et ça aussi, je trouve que ça a été assez bien dit. On a beaucoup d'outils qui existent aujourd'hui. C'est notre travail collectif de traduire les enjeux à l'échelle des territoires, vraiment pour qu'ils se reconnaissent dans ces enjeux, qu'on arrive à faire porter aux élus politiquement la responsabilité qui est la leur dans la traduction de ces sujets. Donc, ça veut dire qu'il faut vraiment qu'on fasse preuve de pédagogie. On l'a vu, parfois on arrive trop tôt, parfois un peu tard dans les travaux des élus. En fait, il faut vraiment qu'on arrive à les porter au bon moment et en transversalité à travers toutes les politiques publiques. Et puis, il y a peut-être un thème qu'on n'a pas beaucoup abordé aujourd'hui, je trouve, et qui est notre chemin aussi de bataille. J'entendais François Gemène qui disait récemment dans une intervention que c'est notre dépendance aux énergies fossiles sur laquelle il faut qu'on travaille. Il nous a dit que tout le travail qu'on faisait sur les énergies renouvelables, c'était bien parce que ça avait permis entre 2000 et maintenant de passer de 86% des dépendances aux énergies fossiles à 84%. Mais vous voyez le chemin qu'il reste à parcourir. On a produit beaucoup d'énergie renouvelable, mais en fait, on n'est pas encore à la hauteur des enjeux parce qu'on n'a pas assez travaillé les questions de sobriété et d'efficacité. Et on a un enjeu aussi social derrière sur les questions, vous parliez, quels sont nos leviers opérationnels, qu'est-ce qu'on peut mettre en termes de règles dans les documents d'urbanisme. Il y a tout l'accompagnement en fait de la réhabilitation énergétique des bâtiments et de mettre toutes ces politiques en fait en transversalité, mettre en place des équipements pour des bornes de recharge de véhicules électriques, parce que bien entendu on a de la dépendance à la voiture dans certains territoires, mais on a aussi de nouvelles évolutions sur les modes de déplacement qu'il faut intégrer dans nos stratégies territoriales et faire un accompagnement sur plein de politiques sectorielles en même temps. Donc voilà, le message en tous les cas, c'est malgré la difficulté, il faut changer les modèles d'aménagement des territoires, il faut accompagner nos élus avec beaucoup de pédagogie sur tous ces défis qu'ils ont à relever. Nous, on a fait une étude sur les nouveaux modèles que je vous encourage à regarder parce qu'il y a quelques pistes, c'est très humble parce que le sujet est très vaste. Voilà, mais en tous les cas, le mot d'ordre, c'est sûrement allons vers plus de sobriété et d'efficacité dans les politiques publiques. Merci Stella Gass. Vous l'avez dit, un nouveau modèle, c'était le thème là aussi de vos rencontres et du guide que vous avez produit. Vous appelez une révolution des modèles de l'aménagement et qui se traduirait d'abord évidemment dans les documents d'urbanisme. Votre guide, il est utile, il est en complément de tout ce que peut faire l'ADEME. Daniela, peut-être un dernier mot pour clore ce webinaire. Si j'entends ce que vient de dire Stella Gass, on attend quand même que les documents d'urbanisme, les élus, les techniciens touchent à tous les aspects de la vie quotidienne. C'est presque un projet de société qu'il faut repenser sur la façon de comment on vit, où on s'installe, comment on travaille, où on installe les activités économiques. Et d'ailleurs, tout le monde l'a dit, les problématiques bas carbone deviennent des problématiques transversales qui touchent à tout. L'ADEME a une gamme complète, Daniela, de ce point de vue-là, d'accompagnement, puisque si on regarde l'avenir, là. Oui, tout à fait. On ne répond pas à tout, mais là, je ne peux qu'y aller dans les sens des propos de Stella Gass. Donc, en effet, la sobriété comme clé de voûte de l'adaptation et de l'atténuation du changement climatique. Et d'ailleurs, le dernier rapport du GIEC a mis la sobriété en l'honneur. Et surtout, il faut arrêter donc justement de
de mettre en opposition un peu la sobriété qui est relative au comportement plutôt individuel, donc la sobriété individuelle avec tout ce qu'on peut faire en tant que citoyen, et puis la sobriété plutôt qui est celle propre aux infrastructures matérielles et immatérielles, donc notamment la sobriété des politiques publiques, et notamment celle qui est portée par les documents d'urbanisme qui, par essence, donc, portent cette démarche transversale et intégratrice à la fois sur la partie temporelle, parce qu'il faut surtout se mettre dans les trajectoires des changements des climats futurs, et puis aussi donc plutôt de la partie spatiale, donc d'occupation de nos territoires. Donc, nos ressources, en effet, sont toutes disponibles. Il y a un accompagnement plutôt sur la partie expertise, mais aussi une partie expérimentation. Donc, je suis vraiment très heureuse de ces travaux, car ils nous ont permis de travailler plutôt sur la partie vraiment opérationnelle avec les territoires que je remercie, notamment ceux qui sont présents ce matin. Merci Daniela. Écoutez, sur ces mots, je propose de clore ce webinaire. On retiendra le mot sobriété que vient d'employer Stella Gass et Daniela Sana, qui semble-t-il va être la dynamique, puisque tout va être question d'équilibre, donc produire de l'énergie autrement, mais surtout consommer moins. On entend ça, notamment la sobriété, elle s'entend, vous l'avez dit aussi du point de vue géographique, je pense que ça trace des pistes pour peut-être un prochain webinaire bientôt. Merci. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Merci mesdames, qui vous étiez majoritaires, c'est normal ce matin. Il y avait 5 femmes pour 2 hommes, c'est un bon équilibre aussi, hein. On joue la sobriété aussi de ce point de vue-là. Bonne journée à toutes et à tous, merci. Alors là, je ne sais pas si j'ai... Ah ouais, je termine la réunion, là, c'est normal? Ah ok. Oui.